Hop. Ok, donc bonjour à tous pour ce webinaire d'une heure hein, qui va être consacré aux véhicules autonomes et plus particulièrement au déploiement des navettes autonomes et qui vise principalement à présenter les résultats de plusieurs projets. En particulier du projet Coexiste qui se termine, dans lequel nous étions impliqués aux côtés de police et aux côtés de VDCOM, qui seront mes deux complices dans les présentations de ce matin, et que je remercie de leur présence, même si techniquement c'est pas toujours très facile. Et donc on va se donner un quart d'heure pour des présentations et puis donc un quart d'heure de débat à la fin pour voir si autour de ces sujets de navette autonome on veut faire émerger de nouveaux projets ou travailler ensemble à d'autres problématiques. Donc il suffit que je trouve pour ceux qui connaissent pas ID4Car, je pense qu'il y en a pas beaucoup, en 2 secondes. On est un pôle de compétitivité dédié à la mobilité. On travaille sur l'ouest de la France. On a un peu plus de 350 membres, donc dans 3 régions. Et pourquoi on a mis le nez dans les navettes autonomes? Parce qu'on travaille beaucoup dans le secteur de l'automobile, d'autres secteurs de base et natifs. Et on travaille également énormément sur tout ce qui est véhicules spécifiques, services de mobilité, sans oublier tous les véhicules qui ne sont pas que sur la route. Et donc qui ont une importance aussi en termes d'automatisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ce matin donc en 1 heure? On voudrait vous proposer un point sur les différents projets qui sont achevés et qui sont en cours sur le sujet des navettes pour faciliter l'utilisation des résultats et faire un petit panorama des expérimentations. On a accumulé de la connaissance, des évaluations, des technologies qui peuvent être très utiles à tous les corps de métier, qu'ils soient du véhicule, des services, que ce soit les villes, que ce soit des créateurs qui ont des projets en tête. On a une base qui peut et doit être utilisée très utilement par tous. Donc, on aura donc Suzanne Audelet, qui est de l'association Police, qui rassemble des villes et des régions qui travaille sur la mobilité en Europe, et Nadège Foll, qui s'occupe d'expérimentation de véhicules autonomes dans plusieurs projets structurants, l'Institut VDCOM, qui donc est un institut de recherche technologie RT, avec une base d'expérimentation sur le véhicule autonome tout à fait considérable. Moi, je vous ferai un petit tour sur des sujets émergents. Il y a certains d'entre vous avec qui on a déjà discuté de ça qui sont présents. On voudrait que ces sujets et ces grands projets soient l'occasion d'attacher une constellation de projets plus petits qui pourraient être lancés sur des financements nationaux, des financements régionaux ou même locaux pour vraiment renforcer l'expertise et la compétence de nos membres et au-delà. Sur ces sujets de navettes autonomes. On voudrait aussi échanger sur des nouveaux cas d'usage. Alors, on a les Covid et les post-Covid et les post-confinements qui sont en train de poser des équations qui risquent d'être parfois un petit peu insolubles pour les opérateurs. Et on a aussi une direction qui a l'air de se dessiner très rapidement. C'est le repli de la R&D sur la voiture. Puisque Ford et d'autres ont annoncé que effectivement les choses risquaient de se ralentir, mais au niveau des navettes et d'autres modules, on constate quand même une demande à la réflexion de nouveaux cas d'usage et probablement une accélération du déploiement de ces véhicules-là. Donc, je voudrais qu'on échange là-dessus et puis faire émerger des idées si éventuellement il en ressort ou se mettre en position d'en faire émerger. Donc pour nous, pôle de compétitivité, pourquoi on s'est impliqué dans ces projets-là de navettes autonomes? Tout d'abord parce que on souhaitait faire un travail sur les véhicules, c'est un peu évident, je dirais, compte tenu de notre ADN automobile, véhicules spécifiques, système embarqué, etc. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que si on ne travaillait que sur les véhicules, on n'allait pas forcément aller très loin. Parce que le véhicule doit opérer dans un environnement d'infrastructure qui coopère, soit véhicule à véhicule, soit véhicule à infrastructure, infrastructure à l'usager, etc.
que si on ne travaillait pas correctement sur la préparation des endroits où ces véhicules allaient rouler, finalement, ils allaient créer plus de problèmes que d'en résoudre. Et puis, et pour en finir et non des moindres, que là aussi, si on ne faisait pas un boulot sur l'acceptabilité à la fois sociétale et économique et les business models, on avait de fortes chances que toutes les technos des véhicules n'arrivent pas à se déployer aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc du coup, cette petite synthèse qu'on vous propose, elle vise à développer de la connaissance pour les communautés clés du déploiement des navettes, donc qui sont en fait tout le monde, de la ville à l'usager en passant par le constructeur automobile ou le constructeur de navettes. Et puis avec deux grandes problématiques, ne pas repartir de zéro, donc utiliser abondamment ce qu'on va vous présenter ce matin, et ensuite se donner un petit espace pour imaginer de nouveaux usages. Hop, alors, si ma présentation veut bien aller avancer. Bon, je sors. Tac. Voilà. Donc, on était parti. Le premier projet dans lequel on s'est impliqué, c'est le projet Coexiste. Je vais en dire 3 mots. Suzanne va pouvoir avoir l'occasion de développer, puisque Police est un partenaire clé là-dedans au niveau de la diffusion et de la dissémination. VDCom était aussi un partenaire un peu plus technologique. Pourquoi on s'est associé à ce projet? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, du côté d'un peu du constructeur, qu'il y avait à peu près 6 grandes problématiques sur lesquelles il fallait qu'on bosse, et que, évidemment, il était intéressant de s'associer avec des partenaires au niveau européen pour apporter des réponses à ces problématiques. Donc, première problématique, l'accroissement de la connectivité des véhicules, ce qui voulait dire l'accroissement des relations avec leur environnement et le besoin d'avoir des ponts pour un dialogue véhicule à infrastructure. Le deuxième point qui est concomitant au premier, la coexistence avec les différents niveaux de véhicules et de connectivité. On sait qu'on va avoir sur la même route un véhicule hyper connecté et un autre qui n'est pas connecté du tout, un piéton, un cycliste, un véhicule qui est très autonome, un autre qui l'est un peu moins. Donc comment tout ce petit monde a circulé de manière fluide sur la même voirie, puisque pour l'instant on ne peut pas démultiplier les niveaux et la voirie en ville. Donc du coup, comment on arrive à mettre à jour les outils de gestion du trafic? Donc c'était un grand sujet qui a été aussi largement traité dans Coexist. Et comment on arrive à intégrer dans ces systèmes de gestion du trafic, pas seulement les voitures. Il y a des petits modules qui vont rouler, il y a des petites navettes, etc., etc. Et comment finalement on arrive à intégrer tout ça dans le système de mobilité de la ville et comment une ville arrive à développer des outils de planification qui soient cohérents pour arriver à gérer plus ou moins et à coordonner tous ces différents services et ces différents véhicules qui vont coexister là-dedans. On a 2 autres sujets qui étaient les problèmes de design de cockpit, comment le conducteur reprend le contrôle de son véhicule, et les services à bord et les business models. Ceux-là, ils sont en orange parce qu'on les a pas forcément traités dans le projet Coexist et les 2 autres projets que Nadège Foll va vous présenter. Mais on va les traiter soit dans des projets qui découleront de ces grandes expérimentations, soit dans un projet qui s'appelle Show, que Nadège vous présentera aussi, et qui va prendre en compte d'autres problématiques. Donc voilà pour la petite introduction. Hop, je reviens là. Et du coup, je vais passer la parole et la présentation. Hop, on va essayer. Oui, Suzanne, c'est bon? Oui, c'est bon. Eh bien alors, vas-y, Suzanne, on profite du créneau. Hop là, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, donc Suzanne va se présenter et ensuite donc on aura Nadège qui fera la synthèse sur des projets nationaux et sur l'ouverture d'un nouveau projet européen. Suzanne, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as récupéré la main?
Oui, je pense. Vous voyez mes... Magnifique, ça marche. Ça va, ça marche? Ouais, nickel, vas-y, je coupe mon Ok. micro. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon portable, mais voilà, je suis passée sur l'autre ordinateur. Et maintenant, j'entends que les voisins à côté ils font des travaux. Donc, vous aurez peut-être un petit bruit du fond. Donc, je m'excuse pour ça. Donc, moi, je vais vous présenter le projet Coexiste. Donc, Isabelle a déjà dit quelques mots, il me semble. Donc, ce n'est pas un projet sur les navettes autonomes. Il me semble que ça, c'est le titre de ce séminaire. Mais il y a des navettes autonomes qui font partie ou qui figurent dans certains cas d'utilisation, des use cases qu'on a étudiés lors du projet. Donc, quelques petites informations sur le projet. Donc, c'est un projet de 3 ans, qui se termine aujourd'hui, justement. Donc, le webinaire a lieu bien à temps. Donc, c'était un projet de 3 ans financé par le programme H2020 de l'Union européenne qui a comme but de améliorer, augmenter les capacités des villes à se préparer pour le déploiement des véhicules autonomes. Donc, c'est quand même un projet assez unique. Je ne connais pas d'autres projets qui travaillent vraiment sur le savoir-faire ou le développement du savoir-faire et le développement des compétences des villes pour se préparer pour l'arrivée des véhicules autonomes. Et donc, maintenant, mon écran est bloqué. Voilà. Donc, vous allez entendre souvent le mot automation readiness. Donc, est dans un état de pouvoir se préparer pour l'arrivée des véhicules autonomes. Et au sein du projet, nous avons défini ceci comme augmenter les compétences des villes pour prendre des décisions structurées et informées sur le déploiement des véhicules autonomes. Donc, quelle est notre approche? Donc, nous avons 3 piliers principaux. Donc, le premier pilier tourne autour de tout ce qui est les outils de modélisation, donc à l'échelle micro et à l'échelle macro. Et donc, c'est pour ça que la société allemande PTV est membre du consortium, puisque on a travaillé beaucoup avec les outils Vissim et Visum et surtout l'extension de ces outils pour vraiment représenter les véhicules autonomes au sein des outils. On a travaillé sur le deuxième pilier, c'est sur l'infrastructure et surtout développer un outil qui permet d'évaluer l'impact des véhicules autonomes sur différents, disons, indicateurs, des métriques, on appelle ça, donc sécurité routière, l'efficacité de la trafic et la demande pour l'espace. Et le troisième, c'est comment faire des autorités automation ready. Donc là, on a défini 8 use cases, donc des cas d'utilisation ou des études de cas. Et là, on a évalué l'impact des véhicules autonomes sur ces 8 cas. Donc, on a beaucoup de villes partenaires au sein du projet. Donc, on a la ville de Göteborg, en Suède, Helmond aux Pays-Bas, Stuttgart en Allemagne et Milton Keynes au Royaume-Uni. Et dans chacun de ces villes, chacun des villes a proposé 2 cas pour examiner par le projet. Donc, soit des cas microscopiques, macroscopiques ou un mélange des deux. Et ce qui était assez unique dans ce projet, donc déjà, il y a une forte implication des villes, qui n'est pas toujours le cas dans des autres projets, que ce soit sur les véhicules autonomes ou pas, mais c'est vraiment les villes qui ont choisi les cas. Donc, c'est pas les chercheurs, c'est pas les autres partenaires, mais c'est vraiment les villes qui ont présenté les cas qu'ils voulaient étudier au sein de ce projet. Donc, en termes de l'approche, mais au départ du projet, on a eu 3 grands défis. Le premier, c'était les data limitées sur la première génération des véhicules autonomes. Donc, il faut dire qu'on n'avait pas de constructeur automobile au sein du projet. On avait au départ, mais qui est parti ensuite. Donc, et il n'y avait pas beaucoup de données sur la première génération des véhicules autonomes, aucune donnée sur les véhicules autonomes du futur, donc disons à partir du niveau 4. Et le troisième grand défi, c'était donc on savait que la transition vers les véhicules autonomes, donc très avancés, que ça serait très très long.
Donc, cela crée beaucoup d'incertitudes en termes du comportement des véhicules autonomes, donc la façon de conduire. Des incertitudes en termes de l'évolution de la technologie à intégrer dans les véhicules autonomes et aussi le taux de pénétration ou le taux de déploiement de ces véhicules autonomes. Des incertitudes en termes du comportement des autres utilisateurs de la route, donc en dehors des véhicules autonomes, face à ces nouveaux véhicules, et aussi une quatrième incertitude en termes de l'adaptation du comportement du voyageur. Donc, surtout la perception du temps de travail. Donc, pour gérer ces incertitudes, nous avons travaillé sur des scénarios avec des hypothèses. Je pense que c'est comme ça qu'on traduit assumptions, donc avec des hypothèses. Donc, tout le travail qu'on a fait, c'est sur base des hypothèses. Donc, il faut être très clair et très transparent sur les hypothèses qui sont choisies. Et puis, on a travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle une modélisation conceptuelle des capacités ou la performance des véhicules autonomes. Donc, pas sur les technologies en soi, mais vraiment sur la performance du véhicule. Donc, nous avons défini une conduite de logique pour des véhicules autonomes. Donc, on a défini quatre logiques qui commencent par le rail-safe. Donc, ça veut dire c'est l'équivalent à un train qui suit une trajectoire prédéfinie et qui s'arrête au moindre obstacle sur cette trajectoire, jusqu'au véhicule ou jusqu'à la conduite, logique de conduite ou knowing. Donc, ça veut dire une conduite très intelligente. Donc, ça veut dire que le véhicule a une perception et une prédiction parfaite du comportement des autres utilisateurs de la route et qui peut conduire de manière avancée ou pas agressive, mais presque quand il faut, sans provoquer des accidents. Et en plus, à partir de ces logiques de conduite, on a identifié 3 catégories de véhicules autonomes, en commençant par la catégorie basique, donc une voiture qui roule dans une direction seulement, et il y a une séparation physique avec les mots doux, donc c'est-à-dire les piétons et les cyclistes, jusqu'aux catégories avancées, donc la voiture qui doit pouvoir se gérer toute seule, qui doit pouvoir conduire toute seule dans tous les environnements. Donc ici, ce tableau montre les relations entre les catégories des véhicules, les logiques de conduite et ce qu'on appelle le Operational Design Domain, donc le domaine dans lequel le véhicule se trouve. Donc ici, on a défini 4 types de ODD, donc l'autoroute, les couloirs urbains, une rue urbaine et un espace partagé. Et pour moi, ce tableau, c'est très intéressant parce que ça montre que même si on a une voiture de catégorie avancée, donc cette voiture ou cet véhicule doit adapter sa logique de conduite en fonction de la route sur laquelle il se trouve. Donc, sur l'autoroute et le couloir, il peut conduire de façon avancée, agressive presque, mais sur les autres routes, et ça doit être voilà, une conduite qui est assez prudente. Donc, nous avons, comme j'ai dit tantôt, on a 8 use cases, donc des cas d'utilisation. Donc, à Gothenburg, Gothenburg a proposé un cas sur les espaces partagés. Et puis un autre sur l'accessibilité pendant les travaux de construction. Donc, il faut dire qu'il y a un énorme programme de travaux partout dans la ville de Gothenburg qui va durer des années et des années. Et donc, Gothenburg voulait savoir quel sera l'impact, quel pourrait être l'impact des véhicules autonomes. Est-ce que ça va améliorer? Est-ce que ça va détériorer la situation? Et puis, Milton Keynes. Donc, un qui touchait les ronds-points, puisqu'il y a énormément de ronds-points à Milton Keynes. Je suis désolée pour le bruit. Il y a énormément de ronds-points au sein de Milton Keynes, puisque c'est une nouvelle ville qui a été construite il y a 45 ans. Donc, c'est vraiment sur base d'une ville américaine avec des routes assez larges, beaucoup de ronds-points. Et puis, un deuxième, Waiting and
drop-off areas for passengers. Donc, si on imagine que le centre-ville de Milton Keynes devient sans voiture, il y a beaucoup de villes qui commencent à vraiment piétonner le centre-ville. Si on a des petits parkings tout autour de cet endroit, et si ce sont des véhicules autonomes qui les amènent, quel sera l'impact? Troisième Stuttgart, ça c'était vraiment au niveau macro, donc sur le demande, l'impact des véhicules autonomes sur le temps de trajet et le choix de mode. Et puis la dernière, c'était les Helmond aux Pays-Bas. Et eux, ils proposaient deux cas. L'un, c'était une intersection, comme vous voyez sur la photo, où il y a pas mal de piétons et cyclistes qui passent. Donc, quel sera l'impact des véhicules autonomes à cette intersection? Et puis, sur la même route, la transition d'une rue interurbaine vers un couloir urbain, en sachant qu'il y a un changement de limite de vitesse. Donc, je vais juste vite présenter, j'avais préparé deux cas, mais je pense qu'il n'y aura pas le temps, donc je vais juste vite présenter les résultats d'un de ces cas, donc l'espace partagé à Gothenburg. Donc, c'est un espace partagé, donc il y a énormément de trafic piéton, il y a peu de voitures, et il faut savoir que dans cet espace partagé, les piétons sont prioritaires. Donc, ils ont priorité sur tous les autres modes de transport. Donc, les questions de recherche étaient quel sera l'impact de l'introduction d'un service de last mile automatisé. Est-ce que c'est faisable et quel sera l'impact sur les piétons et des autres véhicules non autonomes? Et donc, on a développé différents scénarios sur base, par exemple, la phase d'introduction, quand il y a peu de véhicules qui sont autonomes, qu'il y a un peu d'autonomie dans le véhicule, et puis la phase suivante est ce qu'on appelle établi, où on a des véhicules qui sont un peu plus automatisés, et il y en a plus aussi. Et puis, la dernière phase, c'est la phase, ce qu'on appelle prevalent, donc répandu, je pense que ça se traduit. Et là, on a beaucoup plus de déploiement de véhicules autonomes, que ce soit les voitures ou les navettes, et avec des technologies beaucoup plus sophistiquées. Et donc, on a étudié l'impact sur différents métriques, différents indicateurs. Et là, vous voyez juste ce qui est la performance de la circulation. Donc, la ligne orange, c'est le point de référence. Et on voit que l'impact est quand même assez négatif partout, que ce soit dans la phase d'introduction ou bien la phase répandue, mais que l'impact sur les piétons, il n'y aura pas d'impact puisque le piéton aura toujours priorité. Je ne vais pas présenter ce cas parce qu'il manque du temps, mais voilà, on a fait des analyses sur les 8 cas et les résultats sont assez similaires qu'en termes de performance de trafic, c'est assez négatif, mais il ne faut pas prendre uniquement en considération performance en termes de trafic, mais aussi sécurité routière, puisqu'on imagine qu'à l'avenir, les véhicules autonomes vont respecter la limite de vitesse. Donc, il y aura sûrement un impact positif sur la sécurité routière, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en considération. Et puis, le dernier truc que je voulais présenter, c'est que, donc voilà, le travail que je viens de présenter, c'est plutôt donc la méthodologie, les outils, c'est plutôt destiné à des chercheurs qui travaillent pour les villes ou à l'industrie, etc. Donc, on voulait aussi proposer un outil pratique pour les villes. Donc, on a décidé de créer un Automation Ready Guidelines, donc des lignes directrices pour les villes. Comment peuvent-ils s'y préparer à l'arrivée des véhicules autonomes?
Et pourquoi on a fait ça? Mais on a mené pas mal de sondages lors du projet, en interrogeant les autorités publiques et d'autres acteurs aussi, à quel point ils sont, leur ville, leur organisation est prête pour l'arrivée des véhicules autonomes. Et vous voyez ici, donc c'est un sondage qu'on avait fait en 2019. On a eu 54 réponses et 45% des répondants ont dit qu'ils ne sont pas du tout bien préparés pour l'arrivée des véhicules autonomes. Donc, on a préparé c'est en forme de livret où on a identifié les différentes phases de préparation pour les villes et les différentes dimensions de mobilité. Donc, la première phase, par exemple, c'est tout ce qui est la prise de conscience des véhicules autonomes. Ce qu'on a appris lors du projet, quand on a interrogé différentes villes, c'est que le niveau de prise de conscience était très bas. Nous, on travaille tous dans ce domaine, dans des projets de recherche, donc on sait pas mal sur les véhicules autonomes, mais ce n'est pas le cas pour les villes, ce n'est pas la première priorité des villes. Il y a peut-être une dizaine de villes à travers l'Europe qui travaillent vraiment beaucoup sur les projets de recherche et de pilotage, d'expérimentation, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, la première phase, c'est vraiment augmenter la prise de conscience. Deuxième phase, c'est vraiment commencer à planifier pour l'arrivée de ces véhicules et toutes les interventions, les mesures, les actions qu'on a planifiées. Et les différentes dimensions, ça passe de la policy, infrastructure, planification, développement des compétences et la gestion de la circulation. Et au sein de ce graphique, ce sont des exemples des différentes mesures ou interventions que pourraient prendre des villes pour s'y préparer. Et donc, on a demandé aux villes, au sein du projet, de faire une auto-évaluation sur base de ce qu'on a, de ce graphique. Et donc, la ville de Gothenburg a fait cet exercice. Et là, vous voyez les résultats. Donc, ils pensent qu'en termes de policy, infrastructure, planification, ils sont déjà à la deuxième phase. Mais en termes de développement des compétences, gestion de la circulation, ils sont entre la phase 1 et la phase 2. Et puis, dernier slide, donc Gothenburg, c'est une des villes qui est quand même, qui a eu pas mal de réflexions au sein de la ville sur l'arrivée des véhicules autonomes et donc qui a développé vraiment une stratégie. Mais comme vous voyez sur cet écran, tout ce qui est véhicule autonome, c'est tout au-dessus. Donc, il y a plein d'autres choses à préparer à l'avance. Donc, tout ce qui est l'aspect digital, donc la digitalisation. Il faut que la connectivité soit là, il faut qu'il y ait une coordination et puis finalement on arrive vraiment au-dessus du triangle. Donc les conclusions principales de ce projet, donc les résultats principaux, c'est que voilà, les véhicules autonomes ne vont pas forcément améliorer l'efficacité de la circulation, au moins dans le court moyen terme, et qu'on verra des avantages quand on arrive à des véhicules autonomes plus avancés et des taux de déploiement beaucoup plus élevés. Que les véhicules autonomes sont assez retardés quand il y a beaucoup de piétons. Donc, ça va être le cas jusque vraiment on a des véhicules autonomes avancés. Dans quelques cas des villes, on a testé, on a fait des simulations avec l'aspect connectivité, donc véhicule infrastructure, et là on a vu qu'il peut y avoir des retards moins importants. Donc la question reste ouverte si et quand l'infrastructure urbaine doit changer ou devra changer pour faciliter la transition vers les véhicules autonomes. Donc, qu'est-ce que ces conclusions, ces résultats, qu'est-ce que ça veut dire pour les villes? Donc, voilà, on voit qu'au moins dans le court moyen terme, qu'il y a une détérioration de la mobilité urbaine. Donc, cela montre que les villes doivent vraiment
planifie de manière active pour la phase de transition, que ce soit via la réglementation, promouvoir certains services, etc. Et qu'elles ont besoin aussi d'une vision assez claire avec des objectifs pour vraiment gérer cette transition. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas de visiter le site web de Coexist. Donc, vous avez le lien. Il y a beaucoup de documentation sur tout ce qui est les évaluations, les outils de modélisation, etc. et les plans d'études. Voilà, et ce sont les partenaires du projet. Et là, j'entends que les travaux à côté deviennent plus importants. Donc, c'est le bon moment de s'arrêter. Tu es agressé par la perceuse du voisin, ça c'est l'inconvénient du télétravail. Merci en tout cas de ta présentation. Donc effectivement, ça, en 20 minutes, c'est pas forcément facile, mais sachez que il existe des recommandations, des outils de modélisation qui sont achevés et qui sont disponibles à tout utilisateur potentiel et vous pouvez les trouver sur le site. Donc, aussi bien pour les villes, pour planifier, commencer à voir si elles sont prêtes et quels scénarios elles peuvent mettre en place. Des choses très techniques sur des outils de gestion du trafic pour les gestionnaires de centres de trafic ou des outils beaucoup plus grand public pour des gens qui peuvent avoir des idées ou souhaitent travailler au développement de véhicules et qui donnent quand même des lignes cadres, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas partir dans le brouillard. Donc, si vous voulez un peu plus, il y a des sessions il y a du matériel de formation qui est disponible aussi. Donc, c'est de l'argent public, c'est des livrables publics. N'hésitez pas de taper dedans, entre guillemets. Et si vous avez besoin qu'on vous fasse des présentations plus pointues de l'un ou l'autre, surtout, n'hésitez pas. Nous, on va les utiliser. Nadège de VDCOM, Nadège Fall, va vous présenter maintenant des projets en cours financés par l'État et un projet européen qui va démarrer et qui va démarrer en particulier au CHU de Rennes. Le CHU de Rennes, il va être en travaux. Donc tout ce qui a été fait à Milton Keynes, à Göteborg, pardon, sur comment mettre des navettes autonomes pendant qu'il y a des travaux, mais on va s'en servir direct. Donc vous voyez le lien entre les deux projets. Nadège, je te désigne comme présentatrice et je te laisse enchaîner sur ce qui se passe en France. Écoute, on t'entend. Très bien. Donc, je vais... Normalement, tu peux partager ton écran. Si jamais tu n'y arrives pas, tes slides sont prêts, je peux les passer, moi. Écoute, je veux bien que tu passes le slide, ça m'évitera de refaire des bêtises. Voilà, donc je coupe ma caméra, je partage mon écran et tu me feras signe. Voilà, désolé. Très bien, je suis vraiment désolée. Ah non, mais ça, c'est... Alors, je t'ai mis le premier. Oui, très bien. Donc, deux mots sur le projet SAM. Tu peux passer directement au slide suivant, Isabelle. Voilà. SAM est un projet, donc SAM, c'est sa sécurité et acceptabilité de la mobilité autonome. Et c'est un projet qui a été lancé en juin 2019 dans le cadre du programme EVRA gouvernemental. Alors, qu'est-ce que c'est que SAM? C'est un projet particulier qui vise à rassembler au sein d'un même consortium les acteurs majeurs de la filière française sur la mobilité autonome. Donc, on va trouver d'abord des territoires, puisque un des objectifs de SAM, c'est de procéder à des expérimentations, mais bien ancrées dans les territoires et non pas uniquement sur focusés sur des systèmes techniques. SAM rassemble aussi les acteurs des différentes filières automobiles et transport. Et on retrouve dans les deux pictogrammes cette illustration du véhicule particulier dans son utilisation classique et puis les connecteurs du transport public. Et l'ensemble de ces parties prenantes vont contribuer ensemble à essayer de construire un bien commun. Donc le bien commun qui sera issu de SAM, et on a un troisième type d'acteurs d'ailleurs qui sont les acteurs du fret urbain et de la livraison du dernier kilomètre. Donc tu peux passer au slide suivant.
Voilà, ouais, ça, je patoche un peu, c'est bon. Non, merci. Donc, Sam est issu de l'appel à projet EVRA. Donc, je remets ça dans le cadre de la filière française dans son ensemble. Anne-Marie Hydrac a, depuis quelques années, pris la tête de la filière, enfin de la du programme de réflexion français pour déterminer les guides de l'action publique en vue du déploiement de la mobilité autonome pour un horizon 2022. Et sont traités tout particulièrement les questions de régulation, de validation de la sécurité, d'homologation et de validation des véhicules autonomes, des aspects techniques autour de la connectivité, de l'échange de données, de la cartographie, des expérimentations territoriales, et puis les aspects d'acceptabilité et de facteurs humains. Face à cette action gouvernementale, la filière s'est organisée avec un contrat de plan 2018-2022, filière automobile et mobilité, et on va y retrouver donc autour de la PFA, qui est un acteur majeur, l'ensemble des acteurs du monde automobile, mais aussi de la mobilité et des transports publics. Sont issus de ces actions le programme France Véhicule Autonome, qui est le programme de réflexion nationale autour de la mobilité autonome, et puis en termes d'actions concrètes, est arrivé l'appel à projet EVRA et le consortium SAM est le plus gros consortium qui a été désigné et choisi par l'ADEME pour mettre en œuvre des expérimentations de véhicules autonomes. Donc on est bien dans un plan d'action national qui est organisé depuis le sommet de l'État jusqu'aux acteurs des différentes filières. Tu peux passer au slide suivant rapidement. Voilà les acteurs du projet SAM. Donc vous y retrouvez tout en haut à gauche les acteurs de la filière automobile. En dessous, les principaux acteurs du transport public, les constructeurs de navettes EasyMiles et TwinsWheel, qui est une start-up qui développe des droïdes autonomes pour la livraison du dernier kilomètre. Des acteurs du ferroviaire aussi, Alstom et SNCF, qui s'intéressent aux aspects technologiques et aux aspects de relais de business model du véhicule autonome. Et puis les gestionnaires d'infrastructures, et notamment Vinci Autoroute. En face, du côté droit, vous avez les acteurs de la recherche, donc VDCOM, Systemix et Cerema sont les principaux laboratoires et organismes de recherche. Et sont relayés aussi l'École des Ponts, ParisTech, le Lab, IFP Énergie Nouvelle et puis Mutaxeram et l'IGN. Donc une vingtaine de partenaires de l'industrie et de la recherche travaillant ensemble dans ce projet. Alors nous sommes bien conscients d'être dans un environnement extrêmement concurrentiel au niveau international. Donc nous essayons d'ancrer le projet dans cet environnement-là, à savoir les discussions trilatérales entre les États-Unis, le Japon et la Commission européenne, le programme japonais d'expérimentation autonome SIP ADUS, et puis des projets européens, Pegasus qui est un projet allemand sur la sécurité du véhicule, L3 Pilot qui est un projet de FOT, enfin d'expérimentation à l'échelle pour des véhicules particuliers, et SHOW, qui est le nouveau projet majeur de la Commission européenne, qui est un projet d'expérimentation, mais là pour des véhicules dans des aspects des usages de transport public. On peut passer. Donc SAM vise à faire de l'expérimentation, mais aussi de l'évaluation et à démontrer la sécurité de la conduite autonome. Et puis, si on va un slide plus loin, voici les principaux cas d'usage et expérimentation du projet SAM. Donc vous avez à droite tous les partenaires territoriaux. Je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup à l'ancrage territorial des expérimentations. Voici les collectivités et les territoires qui sont partenaires de SAM. Et à gauche, les use cases, les cas d'usage. Donc en jaune, notamment sur l'Île-de-France, des expérimentations de fonctions autonomes dans des véhicules avec des usages classiques, et en vert, tout ce qui est usage partagé, mobilité partagée, avec à la fois des véhicules de type véhicules particuliers, et notamment pour des expérimentations robotaxi, et puis des véhicules navettes. Et puis en rouge, les petits droïdes de TwinsWheel à Montpellier pour une expérimentation de fret et de livraison du dernier kilomètre. Et vous voyez que côté ouest, Rennes est un des centres de tests de SAM, de même que Rouen et Nantes. Si on va un coup plus loin, il y a beaucoup de challenges dans SAM, notamment celui de faire travailler ensemble des acteurs de l'automobile et puis du transport public. Et je peux vous dire que ces gens-là n'ont pas habituellement le même vocabulaire et les mêmes façons de raisonner. Donc, c'est un challenge en soi. Mais si on va d'un point de vue plus méthodologique, le challenge là, c'est de réussir à définir des descriptions
de services, de use case, de scénarios et surtout des formats de données qui soient communs à l'ensemble de ces acteurs qui sont extrêmement différents et qui ont des habitudes de travail extrêmement différentes, mais aussi dans des cas d'usage que vous voyez rapportés ici, qui sont les fonctions highway chauffeur sur autoroute, la fonction valet parking, et puis des services de robotaxi, véhicules autonomes, de transport public, et puis de logistique urbaine. Donc, émettre des formats de données communes pour pouvoir appliquer des méthodologies d'évaluation communes, pour pouvoir assurer la comparabilité des résultats d'un territoire à l'autre, d'une expérimentation à l'autre, et puis nourrir un bien commun qui permette à l'État de faire des recommandations sur les orientations en termes de sécurité, de validation des véhicules et de validation des cas d'usage. Donc on a là un gros challenge méthodologique auquel on s'est attelé depuis un an et les premières méthodologies d'évaluation SAM sont en cours de finalisation. Voilà. Et si deux derniers slides, donc c'est en quoi ce projet va contribuer au programme EVRA et à la livraison du bien commun. Nous allons livrer des méthodologies pour l'implémentation expérimentale des expérimentations de véhicules autonomes, des méthodologies communes pour la description des services, des cas d'usage et des scénarios rencontrés sur les infrastructures, des données, des formats de données communes et des KPI pour les évaluations. On va commencer à travailler à des passages à l'échelle supérieure pour identifier et évaluer comment ces services, s'ils sont déployés sur une plus grande échelle, auront un impact sur le territoire et sur la demande de mobilité et sur voilà la demande de mobilité et sur le trafic et les transports. Émettre des recommandations pour les politiques publiques pour l'implantation locale de ces services, des méthodologies pour la définition de la sécurité. Et puis, enfin, point très important, l'évaluation de l'acceptabilité pour l'ensemble des usagers, c'est-à-dire les usagers des services et des véhicules, mais aussi, peut-être même surtout, l'évaluation des autres usagers de la route et comment les véhicules autonomes sont à la fois acceptés et comment ils génèrent des comportements qui peuvent être différents et éventuellement porteurs de nouveaux risques, de nouvelles situations accidentogènes. Voilà la situation pour le projet SAM et je vais passer tout de suite au nouveau projet européen qui a un point commun avec SAM, c'est le territoire de Rennes et qui est le projet SHOW. Je ne sais pas si tu peux reprendre les slides aussi, Isabelle. Normalement c'est bon. Je te mets en mode plein écran et hop. Merci. Merci beaucoup. Donc, SHOW, c'est un projet qui a démarré en janvier 2020. Donc, on est vraiment dans la phase de lancement du projet. C'est un projet qui est un projet européen qui est doté d'un budget de 30 millions et qui regroupe 69 partenaires dans une vingtaine de pays. Donc, je vais revenir sur les métriques de SHOW, mais c'est un projet majeur d'expérimentation au niveau européen de véhicules autonomes. Si tu peux passer au slide suivant. Alors, quelle est la vision et quel est l'objectif de SHOW? L'objectif, c'est de soutenir le déploiement de véhicules autonomes dans un usage partagé. Et là, à la différence de SAM, on n'a pas de véhicule particulier, on a vraiment la mobilité partagée dans des configurations urbaines et de le faire à travers et à partir de projets d'expérimentation en vie réelle et en usage réel de ces véhicules et de ces services. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner la migration et l'implémentation, le déploiement de véhicules autonomes dans des usages de transport public, de mobilité à la demande, de mobilité as a service et de logistique as a service, mais toujours dans des usages partagés et publics. Si tu peux passer. Ouais, il y a un peu de latence quand je clique. Oui. Alors, en deux mots, c'est un projet, je vous l'ai dit, qui est extrêmement ambitieux, qui va rassembler une vingtaine de villes, 5 mégasites, dont un site en France qui regroupe les villes de Rennes et Rouen. 5 mégasites, c'est des démonstrations avec un niveau d'ambition particulier, très important, qui regroupe plusieurs cas d'usage et plusieurs types de véhicules, 6 sites satellites et 3 villes suiveuses, et puis ensuite probablement des réplications dans bien d'autres villes encore. La flotte qui va être alignée par SHOW est une flotte d'environ 70 véhicules autonomes,
Vous avez ici la liste de tous les différents types de véhicules autonomes concernés, des bus autonomes, des navettes, des petits pods, des robots taxis et des véhicules de transport de fret pour tout type de véhicules, dans tout type de situation et de configuration, à la fois technique et d'infrastructure. Mais ce qui est important dans Show, c'est que l'objectif là, il n'est pas technique, l'objectif, il est de tester des cas d'usage différents et de définir les conditions de déploiement de ces cas d'usage et la priorisation des cas d'usage les plus porteurs dans un horizon de déploiement qui est de 2023 à 2024. On peut passer. Alors voilà, Show au niveau européen, 5 méga-sites que vous voyez en vert, dont la France, l'Espagne, la Suède, l'Allemagne et l'Autriche. Des satellites, donc des sites qui sont de taille plus modeste et centrés sur un plus petit nombre de cas d'usage, en Finlande, au Danemark, aux Pays-Bas, en Italie et en Grèce. Et puis enfin des villes suiveuses qui vont répliquer à partir de la deuxième moitié du projet. Alors je vais faire un zoom ensuite sur ce qu'on va faire en France. À Rouen, on a un double cas d'usage qui est une ligne de bus autonome qui va compléter une ligne de bus classique avec des navettes, et puis des robots taxis qui vont proposer un service de véhicules taxis automatisés dans le centre-ville de Rouen. Et à Rennes, un double cas d'usage là aussi avec du transport de personnes dans le site hospitalier de Rennes. Donc des personnes, c'est des visiteurs, des employés, du personnel logistique, des étudiants, puisque c'est un site universitaire, dans un cas d'usage qui va permettre de rallier l'hôpital avec les véhicules autonomes depuis les sites, les stations de transport public avoisinantes, et donc de couvrir les 500 à 800 derniers mètres qui sont si pénibles à faire à pied pour des personnes qui sont soit malades, soit en cours d'hospitalisation, enfin qui présentent une vraie difficulté d'accès pour l'hôpital. Et puis, d'un autre côté, le deuxième cas d'usage, c'est le transport de biens avec de l'équipement médical, du sang, de la blanchisserie, à des heures où les personnes, les visiteurs ont quitté l'hôpital et donc en heure creuse, en complément du transport de personnes, ainsi une étude de transport de biens dans le site de l'hôpital pour évaluer l'apport logistique que cela peut représenter pour l'établissement. Donc, on est bien centré là sur du test de service, du test de business model et non pas sur des aspects technologiques à la différence de ce qu'on a du côté de Sam. Merci beaucoup, Nadège. Donc, on a bien conscience qu'on vous met beaucoup de choses en peu de temps. Tout ça pour dire que là aussi, il y a beaucoup de choses qui se font à la fois au niveau de développement technologique, mais surtout, il existe des sites de démonstration dans lesquels on travaille sur des cas d'usage. Donc, les cas d'usage sont intéressants parce que ça permet de tester, et aussi on essaie d'avoir, on aimerait avoir la possibilité d'utiliser ces sites pour faire autre chose. Donc moi je vais revenir à ma presse. Hop là. Juste pour faire deux mots de conclusion. Plouf. Voilà. Donc du coup, donc voilà, donc du coup, on a une expérimentation à Rouen, une expérimentation à Rennes qui sont ouvertes en ce moment. Ces expérimentations, évidemment, ont des financements européens pour faire ce que Nadège vous a expliqué, donc qui sont disponibles uniquement pour ça, mais on aimerait bien greffer d'autres projets autour, puisqu'on va avoir des bacs à sable ouverts. Moi, je parle pour Rennes. Après, Rouen, c'est pas moi qui suis le coordinateur, mais au moins pour Rennes, on aimerait bien tester d'autres choses. Donc, avant toute chose, j'attire votre attention aussi sur du matériel qui est disponible, sur l'évaluation d'une navette autonome que on a développée avec Nantes Métropole, la Sémitan, La Croix, Navia, Logiro, d'EDF, et j'en oublie et ils m'excuseront, tout au long de 2018-2019.
Et là aussi, le CEREMA, que vous connaissez tous, est en train de finir une évaluation à la fois techno et à la fois en termes d'acceptabilité du déploiement de ces navettes. Donc là aussi, pour toute activité visant à créer ou déployer des véhicules autonomes, cette étude sera extrêmement intéressante pour éviter quelque chose frappe de ci, de là. Restitution début juin, donc là aussi, vous n'hésitez pas à nous contacter des forecasts si vous avez envie d'avoir accès aux résultats de cette étude. Je vous disais chaud, bac à sable. Toutes les pelles et tous les seaux seront les bienvenus. Je vais faire très brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, quelques idées qu'on a lancées. On sait bien que on va avoir besoin d'un gros travail sur le design des cockpits et les services dans les véhicules autonomes. Vous avez peut-être pris des navettes autonomes à Rennes, à Nantes ou ailleurs ou à Rouen. C'est pas hyper confortable. C'est un peu chaotique. Donc, on a sur le site de test du CHU, on va avoir des gens qui vont être quand même vulnérables, qui vont avoir besoin d'être en confiance. On a les gens qui vont aller au pôle cancérologie, les gens qui vont aller au pôle mère-enfant, avec des petits, pas forcément en forme, des personnes âgées. Il va falloir faire un petit effort sur le design des cockpits et imaginer toute une série de services qui pourraient être depuis l'enregistrement de la carte vitale dans la navette, etc., etc. Donc là, champ ouvert, bac à sable ouvert. Si vous avez des idées, si ça vous intéresse, vous nous envoyez un petit mail et puis on verra comment on peut se mettre en position de montage de projet ou de développement d'idées. Désinfection, on vous fait pas un dessin. Là, on a déjà des candidats et on a commencé la réflexion. Il va falloir désinfecter l'intérieur, l'extérieur, les bacs de transport, les sièges, etc., etc. Et puis tout ce qui se partage globalement. Donc là aussi, bac à sable ouvert et toute idée, initiative intéressante. Alors, il y a Bruno qui me dit, si tu présentes quelque chose, on ne le voit pas. Alors, hop. Je refais. Normalement, ça marche? Ouais, ça doit marcher. Bon, ce matin, la techno, c'est bif bof, quoi. Donc, j'ai illustré ce que je vous disais. Donc, en fait, hop là. Précédente. Voilà. Le design des cockpits. Donc, il y a un beau dessin pour donner des idées. Désinfection, ben voilà, self-explanatory. Il va falloir mettre ça aux normes sanitaires, qui ne sont pas encore sorties d'ailleurs, mais qui ne devraient pas tarder. On voit bien qu'après, en post-confinement, il y a pas mal de nouveaux cas d'usage qui sont en train de nous remonter du terrain. Les livraisons sans contact, le transport de fournitures, éviter trop d'interventions humaines, le grand boom de distribution de colis et de colis alimentaires, de frais, etc. Donc là aussi, on a toute une panoplie de cas d'usage pour les véhicules existants et éventuellement pour des véhicules qui n'existent pas encore sur du dernier kilomètre, mais aussi des distances qui peuvent être beaucoup plus importantes. Donc là aussi, bac à sable, s'il y a des idées, on y va. Donc on est la nuit, donc on va devoir se couper le sifflet, c'est un petit peu dommage. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de digérer ce webinaire. Vous pouvez le regarder à nouveau parce qu'il a été enregistré, donc vous pouvez le voir sur le site. Vous pouvez avoir les présentations, on peut vous les envoyer. Nadège me confirmera ce qui est public, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. On peut vous les envoyer et on va vous proposer un autre petit webinaire, on va dire en mai, pour se plonger sur l'émergence de futurs projets. Donc ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu, de rassembler vos idées, éventuellement de nous les faire passer. Vous avez mon mail. On a aussi lancé un programme pour rechercher des solutions innovantes pour faire face à toutes ces nouvelles demandes suite post-confinement.
Et effectivement, on a mis en place une partie de notre site. Vous avez l'adresse et vous pouvez nous communiquer des idées. Donc on va se laisser là. Désolée